Les sécheresses, les inondations, la violence des vents, le déphasage des saisons témoignent des aléas climatiques. En Afrique de l'Ouest, le long du golfe de Guinée, c'est aussi l'érosion côtière qui ronge le littoral et met en péril l'habitat des populations les plus fragiles. Ici, à Cotonou, elle peut atteindre 30 mètres par an. Cette maison était encore habitée il y a 2 ans. En Afrique subsaharienne, la progression du désert au nord, l'érosion côtière et les inondations au sud modifient le sort des populations et imposent de s'adapter à cette nouvelle donne climatique. Pour les aider à faire des choix pertinents, il est essentiel de mesurer, comprendre et modéliser le fonctionnement du climat. Le travail des scientifiques sera d'abord de recueillir des données fiables. Les systèmes qu'on étudie, c'est des systèmes pluridisciplinaires. On ne peut pas étudier la pluie parce qu'on sait actuellement que la pluie a une connexion avec ce qui se passe sur l'atmosphère, avec par exemple les températures de surface de l'océan. Donc on ne peut pas étudier l'atmosphère à part, sans prendre en compte les autres éléments. Donc c'est pourquoi on est obligé, toute la communauté scientifique est obligée de travailler ensemble, toutes les disciplines. Donc, on travaille en physique de l'atmosphère, on a des atmosphériciens, on a des gens qui travaillent sur l'océan, des océanographes, et des gens qui travaillent sur l'impact, l'impact de ce qu'on fait sur les écosystèmes, que sont l'agriculture, l'hydrologie, etc., la santé, etc. Donc un premier volet, c'est le développement de la mesure in situ, à l'aide d'un ensemble de capteurs, mesure de courant en larguant des flotteurs dérivants à la surface de l'eau depuis Dakar, qui ensuite vont suivre les courants avec un suivi satellite, mesure donc de courant profond ou de courant de fond avec des courantomètres posés en différents points de la région, mesure des vents, donc avec des anémomètres, des pluies aussi. Au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans le laboratoire de physique de l'atmosphère et de l'océan, les chercheurs mesurent la granulométrie des gouttes d'eau, la quantité et la fréquence des pluies. Donc, durant la saison des pluies, la saison pluvieuse dans notre région, qui débute maintenant du mois de mai jusqu'en fin septembre, avant l'installation de la mousson, on a tous les pluviomètres qui sont ici au laboratoire, qui sont stockés au laboratoire. On organise des missions pour aller les poser. On va les poser un peu partout sur les différents sites. Et on organise des missions chaque 15 jours pour aller collecter les données sur des disques et qu'on ramène au laboratoire. Et ensuite, ça va être gravé dans notre serveur. Mais le travail des scientifiques ne s'arrête pas là. Dans la continuité du programme d'analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, des travaux de suivi des ressources en eau de la moyenne et basse vallée de l'Ouémé au Bénin ont été entrepris. Ici maintenant, nous sommes à la station hydrométrique de l'Ouémé à Savé. Elle est située à mi-parcours sur le fleuve Ouémé, qui a une longueur de plus de 500 km, et Savé se situe vraiment à mi-parcours. Et cette station draine chaque année, en moyenne, 6 milliards de mètres cubes d'eau vers la mer sur les 13 milliards de mètres cubes d'eau qui sont le potentiel en eau de surface du Bénin. Alors, au niveau de cette station, nous suivons le niveau du cours d'eau pour pouvoir en obtenir les débits qui passent. Et ce suivi se fait de 2 façons complémentaires. La première façon, c'est à travers ce dispositif qui est composé d'un enregistreur numérique qui est relié à un flotteur qui se trouve au niveau du cours d'eau. Et les variations transmises par ce flotteur-là sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil que nous, on vient décharger après comme données directement à l'ordinateur. Donc, c'est bien des niveaux d'eau en fonction du temps qui vont être convertis plus tard en débit en fonction du temps. Ça, c'est le premier type
le premier volet du suivi. Le second volet, c'est que comme c'est de l'appareillage, c'est de l'électronique, ça peut toujours dysfonctionner. On peut être sûr de rien. Donc, on met en place un suivi manuel. Donc, on a un observateur qui est recruté localement dans le village d'à côté et qui, chaque jour, passe ici, le matin et le soir, pour noter la mesure du niveau de cours d'eau qu'il lit sur l'échelle luminimétrique. Contrôler la pluviométrie, suivre et mesurer le niveau des fleuves, les données à recueillir sont nombreuses. Pourtant, certains phénomènes se révèlent complexes à étudier. Les précipitations n'alimentent que très partiellement les nappes phréatiques. En arrivant à la surface, l'eau de pluie est en partie évaporée, mais elle est aussi transpirée par le couvert végétal. Cette combinaison physique et biochimique s'appelle l'évapotranspiration. Il est impératif de mesurer et de comprendre ce mécanisme d'échange d'énergie et d'eau entre l'atmosphère, le sol et le couvert végétal. Dans ces stations de flux, installées en brousse et en forêt, Basile Kunueva, chercheur au laboratoire de physique du rayonnement de l'université d'Abomey-Calavi, collecte et analyse température, pression, vent, mais aussi rayonnement solaire direct et réflexion du sol. Entre les fourches de ce capteur, la vitesse de l'air est mesurée dans les 3 dimensions 20 fois par seconde, puis enregistrée. La qualité des données collectées, la fiabilité des calculs sont sans cesse remises en cause et améliorées. Mais les scientifiques sont face à une inconnue. Le bilan d'énergie est incomplet. Entre ce qui est reçu de l'atmosphère et l'évapotranspiration, 5% de la quantité d'eau reste introuvable, alors que l'évapotranspiration représente dans cette région subsaharienne près de 80% du bilan hydrique. Ce qui est important à noter ici, c'est que OME 2025, dans le cadre de RIPIEXA, a pu avoir les moyens d'installer ce piézomètre. Le suivi de ces stations piézométriques se fait par nos équipes déconcentrées. Et ce sont ces services-là qui s'occupent donc de faire le relevé de ces piézomètres-là. Les données sont collectées et envoyées à la base à Cotonou où nous les dépouillons. Ça fait partie des 2 piézomètres réalisés par ce projet dans la zone de contact entre le socle et le sédimentaire. Notons bien qu'avant le démarrage du projet, il n'existait pas encore de piézomètre de la Direction générale de l'eau dans cette zone-là. Et ce piézomètre a été construit, donc mis en place en 2008. Elle a une profondeur de 60 mètres à peu près. C'est à peu près la profondeur de la nappe dans cette zone est entre 60 et 80 mètres. Et comme ici nous sommes suffisamment proches du cours d'eau, le piézomètre a une profondeur de 60 mètres environ. Et ce piézomètre vient ainsi compléter le dispositif de suivi des eaux souterraines qui existent dans cette zone. En effet, le bassin amont draine beaucoup d'eau, c'est le socle. Et en aval, nous avons un peu la zone sédimentaire. Nous avons la zone sédimentaire. Ici, c'est la zone de contact. Mais quand on réalise le bilan des eaux de surface, on se rend compte que tout ce qui provient de l'amont, qui transite par cette zone, ne se retrouve pas en aval. Il y a une partie qui disparaît avant l'aval. De nouveau, une énigme subsiste. En tenant compte de la variabilité pluviométrique et du risque climatique, cette étude a permis de démontrer que ce bassin de 23 000 km² qui voit s'écouler plus de 6 milliards de mètres cubes d'eau par an produisait près de 750 fois les besoins en eau des populations. Or, aujourd'hui, seulement 13% de ces besoins sont satisfaits. Nous sommes donc face à un problème d'aménagement. Sans nouveau barrage, comment répondre durablement à la demande de ces populations ? Mais nous l'avons vu, les conditions océaniques vont aussi influencer le flux de la mousson ouest-africaine. Les scientifiques du programme régional d'océanographie physique en Afrique de l'Ouest, qui dans le cadre du programme RIPIEXA poursuivent les travaux engagés au cours de précédents programmes de recherche, ont besoin de mesures à toutes les échelles. C'est très difficile la modélisation numérique, et notamment au niveau côtier. Déjà, pour mettre en place un modèle, il faut comprendre les processus physiques qu'il y a derrière, donc il y a besoin de mesures. Et à la côte, il y a tellement de processus en jeu, avec des toutes petites échelles de temps et spatial, qu'il est très difficile de paramétriser les processus que l'on veut mettre
rendre physique dans les modèles numériques. D'où la nécessité indispensable d'avoir des mesures à la côte. Donc nous avons commencé avec la température de la mer, mais il faudrait effectivement aussi des mesures de houle, des mesures de salinité, des mesures de courant. Et ça, les mesures de courant sont très rares. Et des mesures de niveau de la mer. Alors ça, le niveau de la mer, c'est fait par des marégraphes. Il y a un autre programme international qui met en place quelques marégraphes à la côte d'Afrique de l'Ouest. Et le but, c'est de développer un observatoire régional, initié par Propao, et d'englober tous les types de mesures disponibles et développer ce réseau à l'est, à l'ouest, avec davantage de mesures. Et pour bien comprendre les processus physiques qu'il y a, par exemple, dans les phénomènes d'érosion, c'est très très compliqué à modéliser, notamment dans un bassin ouvert comme le golfe de Guinée. Ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières, c'est pas comme une mer un peu fermée comme la mer de Chine ou la Méditerranée. Et donc il faut tenir compte des processus du large, des forçages de l'atmosphère, mais aussi de ce qui vient du continent. Donc les eaux, la décharge des fleuves, la lagune et les apports sédimentaires. Et donc c'est vraiment un processus très compliqué que l'on ne peut pas résoudre à toute petite échelle. D'où l'intérêt de raisonner au niveau régional pour bien appréhender les phénomènes de petite échelle petit à petit. Et c'est un travail à long terme. Au large de l'Afrique de l'Ouest, les températures, les courants, les flux de matières organiques sont relevés, mesurés, quantifiés. Comprendre quelles sont les variations de température, les déplacements des masses d'eau, les flux biochimiques, c'est tenter de modéliser le climat. En parallèle, on développe la modélisation, donc de l'océan notamment. Donc on a plusieurs modèles qui simulent avec plus ou moins de détails la région de l'upwelling sénégalo-mauritanien, ses températures, que ses courants, que ses flux de matière organique. Et donc on arrive à analyser comme ça les cycles biogéochimiques autant que les flux de masse ou les flux de chaleur. Les premiers résultats sont très intéressant. Il souligne donc que dans les zones d'upwelling ici, c'est-à-dire de remontée d'eau froide du fond vers la surface, hein, ces eaux refroidissent les côtes ouest-africaines. Et ces eaux sont appelées par c'est un appel d'eau généré par les alizés qui chassent les eaux de surface vers le large. Donc en réponse, des eaux viennent du fond, elles sont plus froides et elles sont plus riches en nutriments, ce qui permet de nourrir toute une population de poissons très importante. Alors qu'on s'attendait à voir que les remontées d'eau froide contrôlaient le cycle de la température dans la zone de l'upwelling, les recherches ont permis de montrer qu'en réalité, le refroidissement se faisait presque principalement par l'arrivée d'eau froide du Maroc jusqu'au Sénégal, le long des côtes. Et ce travail, en fait, en collaboration avec un chercheur sénégalais, océanographe Bamolso, a reçu le prix international de jeunes chercheurs. Sous les tropiques, et en particulier dans cette région de l'Ouest africain, les modèles couplés océan-atmosphère ont une très grande incertitude. Certaines simulations du changement climatique pronostiquent un climat plus aride, alors que d'autres le prévoient plus humide. C'est sur la zone côtière, la zone de transition entre le continent et l'océan, qu'on a beaucoup plus de problèmes, vu la complexité des problèmes physiques qui sont là. Il y a beaucoup de systèmes atmosphériques qui sont présents dans cette zone, qui font que c'est complexe. Il y a les zones d'est, il y a la mousson qui arrive, il y a cette différence de température entre le continent et l'océan qui fait que quand les systèmes convectifs arrivent sur cette zone-là, on ne comprend plus ce qui se passe. Il y a des systèmes qui se dissipent alors qu'ils étaient potentiellement bien dynamiques. Il y en a d'autres qui naissent alors qu'on ne voit pas bien les conditions de naissance ou de développement de ces systèmes. Donc c'est là où on a beaucoup plus de problèmes pour la compréhension de la dynamique de la pluie. Ces mesures nous permettent, dans un premier temps, d'estimer la quantité d'eau qui passe ici, d'avoir la dynamique, et aussi, par les modèles que nous utilisons, nous allons utiliser cette mesure pour mieux, disons, caler nos modèles, pour que nos modèles puissent nous donner des résultats le plus proches possible de la réalité. Donc ça reste la référence pour le modèle. C'est-à-dire, si j'observe ce qui se passe ici aujourd'hui, je suis capable, à environ 80-85% de confiance, de dire ce qui se passera à 250 km plus loin dans 3-4 jours.
Anticiper les impacts des aléas climatiques, imaginer de nouveaux aménagements, planifier les besoins pour demain, les opérations sont complexes. L'adaptation à ces nouvelles données climatiques est impérative. Mais localement, comment les populations perçoivent-elles ces changements climatiques, en particulier les agriculteurs? Sur la base de leurs observations, de leurs connaissances empiriques, quelles stratégies ont-ils adoptées? Quand l'IRD a lancé l'idée de voir l'impact du changement climatique au niveau de la production agricole. Mais nous, on s'est dit, avant d'aller à l'impact, il faut voir quelle est la perception des producteurs et quelles sont les actions que ces producteurs-là mettent en place pour s'adapter au changement climatique. Et ensuite, dans un second temps, on pourrait voir l'impact du changement climatique sur la production agricole. Donc, c'est un des 4 projets RIPIESCA retenus au Bénin. Bon, quels sont les objectifs de ce projet? C'est de comprendre au niveau du Bénin, dans le domaine de la production végétale, dans le domaine de la production agricole, quelles sont les perceptions que les producteurs de la notion de vulnérabilité du changement climatique. Un autre volet que nous avons essayé de mettre en place, c'est de voir sur le plan scientifique, à partir des études climatologiques, la rencontre entre cette étude climatologique et cette perception des paysans. Donc ce linkage entre la science et la perception et la connaissance endogène. Pour mener ces recherches, nous avons eu à travailler sur un échantillon de 70 producteurs répartis dans 2 villages différents, situés dans les communes d'Adjoun et de Dangbo. Et nous avons obtenu d'intéressants résultats. Ces résultats révèlent que les producteurs ont une bonne perception des changements climatiques et ces perceptions se traduisent à travers des indicateurs ayant trait aux facteurs du climat. Par rapport à la pluviométrie, les producteurs ont révélé qu'ils ont perçu par rapport aux 15 dernières années des modifications dans le démarrage des saisons pluvieuses, dans la répartition des pluies au cours de la saison et aussi dans des modifications qui concernent les volumes ou bien les hauteurs des pluies. Donc les producteurs perçoivent qu'il y a des ruptures de pluie en cours de saison. Maintenant, concernant le facteur climatique température, les producteurs perçoivent qu'il fait de plus en plus chaud par rapport à ces 15 dernières années. Et concernant les vents, les producteurs perçoivent que les vents deviennent de plus en plus violents. Ils ont également expliqué que ces modifications ont des conséquences sur leur milieu et leurs conditions de vie. Donc ces conditions se traduisent selon les producteurs par la baisse des rendements, l'érosion des sols, surtout situés sur les terrains en pente. Les conséquences se traduisent aussi par la baisse des revenus. Et face à toutes ces conséquences, les producteurs développent déjà des stratégies d'adaptation. Et ces stratégies concernent l'utilisation de plusieurs unités de paysage, c'est-à-dire que les producteurs répartissent leurs parcelles sur les différentes unités de paysage. Les producteurs développent également d'autres mesures d'adaptation au changement climatique telles que les semis échelonnés. Les savoirs locaux sont donc mobilisés. Ailleurs, c'est le karité qui est l'objet de toutes les attentions. Grâce à ses racines profondes, cet arbre est capable de capter 32 tonnes de carbone à l'hectare. Encore mal connu, il pourrait bien être une arme redoutable pour lutter contre le réchauffement climatique. De plus, ses avantages pourraient être économiques.
Césaire Yanglé, chercheur au centre agricole du Centre à l'Institut national de recherche agricole du Bénin, s'est penché sur la question. Donc en fait, le programme RIPESA a pour objet, disons, de capitaliser les connaissances endogènes liées à la gestion des parcs à qualité pour une meilleure production des arbres et une meilleure adaptation au changement climatique. Meilleure production des arbres, c'est avoir du matériel sain, de bonne qualité. Donc on va le faire par l'activité de greffage. En fait, on a un défi aujourd'hui, la qualité n'est pas plantée de main d'homme. Tout simplement parce que lorsque les graines tombent d'elles-mêmes et dans le système agroforestier, les paysans l'entretiennent pour que ça puisse donner quelque chose. Mais il faut 20 ans, 15 à 20 ans pour que le qualité se mette en fruit, en première fructification. En faisant le greffage, cette fructification végétative-là, ça permet, disons, d'avoir du qualité à 4 à 5 ans. Et on peut, si vraiment on arrive à réussir cela, on peut avoir du qualité dans le système de reboisement. Alors là, on a du matériel que nous connaissons, parce que pour avoir fait ce greffage-là, il faut du greffon sur des arbres des arbres élites, que nous identifions avec les producteurs par rapport à leurs caractéristiques. Le qualité, il faut dire surtout que lorsque les paysans veulent installer leur culture, défricher la brousse, ils coupent des arbres, mais les sélectionnent. C'est-à-dire les arbres qui ont des valeurs économiques, comme le karité, le nez, comme vous le voyez, c'est le karité là. Et ces arbres sont laissés dans le système et associés aux cultures. Le paysan, surtout les femmes, peuvent récolter le fruit et les cultures associées aussi peuvent être récoltées. Donc on a une double récolte et lorsque les conditions sont mauvaises, peut-être en période de sécheresse, s'il n'y a pas de bonne récolte, je crois que le karité permet d'avoir une production pour faire du beurre de qualité, pour faire de la moutarde pour le néré. Bon, l'agroforesterie, c'est un agencement des cultures pérennes et cultures annuelles. Ça peut être aussi des animaux, parce que dans le système, des bœufs peuvent passer. Lorsqu'il y a les récoltes, les bœufs passent pour manger, c'est-à-dire le fourrage qui est sur les cultures laissées par les paysans. Et cet ensemble-là, dans cet ensemble-là, il y a une association de cultures, je parle des arbres, et une association également de cultures vivrières. Et le karité lui intervient dans l'alimentation, surtout en milieu rural. Et on utilise le beurre pour faire les sauces, mais également sur le plan médicinal, l'écorce, les racines, les feuilles également sont utilisées pour préparer des médicaments et traiter des maladies pour la population. Je dirais qu'il y a des perspectives parce qu'il y a le projet RIPESA, il y a le POSEGN également qui appuie les femmes. Et ensemble, on a déjà une fédération de femmes, de groupement de femmes au niveau, disons, des communes de la Donga. Et avec cette fédération de femmes, on peut travailler peut-être à structurer davantage les femmes. Transformer le karité est une activité très difficile, pénible. D'abord, il faut collecter des noix. Et il faut aller se lever très tôt le matin pour aller de champ en champ collecter les noix. Et lorsque vous collectez ces noix, il faut les amener à la maison. Et pour pouvoir transformer les noix, les travailler, c'est une période qui coïncide un peu avec les grands travaux, c'est-à-dire les récoltes. Et en ce moment-là, les femmes n'ont pas le temps vraiment de pouvoir s'occuper de la transformation. Et comme s'ils font comme ça, ils détériorent un peu la qualité du beurre. Alors, lorsqu'ils détériorent la qualité des noix, et une fois la qualité des noix est détériorée, ça a des conséquences sur le beurre plus tard. Alors aujourd'hui, on ne peut pas vendre des produits de mauvaise qualité. Il faut vraiment des produits de bonne qualité. Les femmes aussi retirent des revenus du karité, parce qu'en vendant les noix, c'est surtout au niveau brut que les noix sont vendues aux Indo-Pakistanais. Et le beurre également, en vendant le beurre, ils peuvent avoir de l'argent pour s'acheter de petits biens comme les pailles, intervenir dans l'éducation des enfants, dans la santé, etc.
La communauté scientifique est pleinement mobilisée. Les enjeux climatiques et économiques sont donc liés. Autre exemple de ce lien, le jatropha. Cette plante prometteuse, utilisée en médecine traditionnelle, serait à même de lutter contre l'érosion des sols et la déforestation, et plus encore, elle pourrait devenir une alternative énergétique par sa transformation en agrocarburant. À l'époque, il y avait au niveau des pays de l'UEMOA, donc des décisions au niveau des États de développer la culture de cette plante dans un contexte où, évidemment, il y avait une crise énergétique qui frappait les différents pays, et nous savons que la question de l'énergie est liée un peu au changement climatique, et que donc beaucoup de pays avaient estimé qu'avec cette plante qui pouvait produire, dont les graines pouvaient donner une huile qui donne du biocarburant, on pouvait à la fois régler la question énergétique, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le projet Jatropha Ripiexa tourne autour de, on peut dire, 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre la croissance, la productivité de la plante et le climat, en rapport avec les potentialités génétiques de la plante. La deuxième thématique, c'est l'impact de l'arbuste sur l'environnement, notamment l'eau et les sols. La troisième thématique, c'est l'impact économique pour l'économie des ménages de la culture de Jatropha dans les conditions soudano-sahéliennes. Nous avons commencé ici à travailler le Jatropha en 2008 dans le but d'avoir quelque chose à gagner pour nos maisons. Nous avons commencé avec un groupe de 15 personnes. Nous avons évolué jusqu'à 230 personnes. Le projet a presque fait ici 3 ans. Vous savez, le Jatropha est intéressant. Comme l'arachide, tout c'est la même chose parce que nous sommes des chefs de famille. On cherche à gagner pour la vie de notre foyer. Parce qu'on travaille le matin, le Jatropha, le soir, on va dans nos champs de mil et d'arachide. Avant, si on cultivait l'arachide et le mil, pendant la saison sèche, on allait vers Kaolack ou Dakar pour chercher du travail. Alors que là-bas, c'est un peu très difficile pour nous, les ressortissants, parce que tu es obligé de prendre une maison, de payer le manger. Alors qu'ici, pendant la saison de sèche, on travaille avec le Jatropha. Tu vas, tu travailles, tu reviens à la fin du mois, tu as ton salaire. Avec le salaire là même, tu peux acheter de l'arachide pour l'année prochaine. Il faut bien savoir que cette plante, c'est une plante qui est originaire de l'Amérique latine, qui a été introduite dans nos zones par les Portugais, mais qui est quand même maintenant relativement bien connue, puisque traditionnellement elle est utilisée comme évive pour délimiter les parcelles de culture, mais aussi pour les protéger contre la divagation du bétail. C'est une plante qui a beaucoup de potentialités. Au plan écologique, en tout cas, il est dit qu'elle est très résistante à la sécheresse. C'est une plante qui s'adapte même aux conditions de sol relativement pauvres. C'est une plante qui croît vite. Et les produits qu'on tire de Jatropha, il y a l'huile qui peut être utilisée comme biocarburant, mais également d'autres applications parce qu'elle est utilisée en médecine traditionnelle. On peut produire du savon. On pense qu'il y a des possibilités de produire des biopesticides. Les perspectives sont attrayantes et les applications nombreuses. Pour mieux connaître cette plante, c'est en laboratoire que le travail scientifique se poursuit. Il y a une caractérisation qui a été faite sur ces provenances, notamment en ce qui concerne les caractéristiques morphométriques des graines. Longueur, la largeur, l'épaisseur, et puis les teneurs en huile, le poids des graines. Tout ça, cette caractérisation a été faite en rapport évidemment avec la pluviométrie pour voir quelle est l'influence de la pluviométrie sur ces caractéristiques des graines. Les résultats que nous avons obtenus montrent qu'il existe une corrélation quelque part entre la teneur en huile des graines et la pluviométrie. Nous avons noté une augmentation de la teneur en huile avec le gradient climatique, avec le gradient pluviométrique. Au plan morphométrique, il y a une caractérisation moléculaire qui a été faite. Donc, il y a une analyse de la diversité génétique qui a été réalisée dans le laboratoire de biologie moléculaire.
Et là, le principal résultat qui est ressorti de ces travaux, c'est qu'il existe une faible variabilité génétique entre les différentes provenances. Les recherches sur les aspects agronomiques permettent d'approfondir les connaissances sur la plante. Mais concernant la transformation en huile et en biocarburant, la commercialisation, les études socio-économiques restent encore à entreprendre. Attirées par les perspectives de ce nouveau biocarburant, les populations se sont lancées dans cette activité agricole. Comment aujourd'hui éviter une compétition inéquitable entre les cultures vivrières? Quelle place peut prendre le jatropha dans le paysage ouest africain? C'est aussi à ces questions que devront répondre les équipes de chercheurs nouvellement formées. Nous avions la responsabilité de prendre la relève d'un certain nombre de travaux réalisés par des scientifiques partenaires qui sont venus plutôt des pays du Nord, de l'Europe, ainsi de suite, avec lesquels nous avons travaillé. Et nous pouvons être fiers de dire aujourd'hui qu'un résultat important, c'est que ce partenariat a porté ses fruits parce que les équipes béninoises ont démontré qu'elles étaient quand même autonomes et qu'elles peuvent conduire un certain nombre de choses. Ce partenariat qu'on a suffisamment bien développé avec les partenaires techniques a permis de nous rapprocher davantage de la population. 2 ans maintenant, on travaille ensemble. Sur la sensibilisation de la population au changement climatique, ou ce qui se passe actuellement le long des côtes, il y a 2 registres. Un, sur les ressources halieutiques. De plus en plus, on se rend compte que les ressources disponibles pour la pêche, notamment artisanale, qui est une des priorités économiques de la sous-région, c'est qu'il y a de moins en moins de poissons. Alors, est-ce que c'est lié à la surpêche ou au changement climatique, comme le prétendent certains? Justement, nous avons besoin de mesures fiables pour pouvoir l'analyser avec recul et précision. Deuxième aspect, c'est le suivi de l'érosion côtière et tous les processus qui sont en jeu derrière. Ce que nous avons acquis doit être retourné aux producteurs pour améliorer leur stratégie et les accompagner justement à maîtriser le système. Et nous aussi, grâce à eux, nous avons mieux compris un système, donc nous devons leur retourner pour qu'ils fassent mieux pour les générations futures.